Hey! Salut tout le monde, c'est Ben de la chaîne YouTube Bacourt. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que c'est une première vidéo sur la thématique Pro B. Et quoi de mieux qu'une première vidéo Pro B pour parler justement de la sensation de la saison, l'équipe de Saint-Quentin. Saint-Quentin qui reste sur une semaine, ma foi, riche en émotions. Ça a été un vrai ascenseur émotionnel, les montagnes russes au niveau cardiaque pour les supporters de ce club. Je vous propose justement de découvrir au travers de cette vidéo si est-ce que Saint-Quentin est toujours leader exclusif après une semaine dantesque pour eux. Allez, jingle et je vous partage le programme détaillé de cette vidéo. Alors dans une première partie, je vais vous présenter quelques informations qui vont vous permettre de mieux comprendre l'environnement de ce club, mais également quelles sont les attentes qui figuraient autour de l'équipe de Saint-Quentin en début de saison, parce que le club n'est pas forcément là où on l'attendait. Et en général, quand on dit ça, c'est plutôt pessimiste et plutôt négatif, mais là, croyez-moi que c'est extrêmement positif. Saint-Quentin n'est pas là où on l'attendait en début de saison. Dans une deuxième partie, dans laquelle je vous réserve une petite surprise, on va faire vraiment un focus sur les 3 matchs qui se sont déroulés cette semaine pour Saint-Quentin. Avec en prime le fait que voilà, le leader a affronté son dauphin, l'élan Chalon, et également l'autre membre du podium, Boulazac. On verra et on reviendra en détail sur ces différents résultats en décryptant un petit peu match par match ce qu'il s'est passé, quels ont été les points forts, les points faibles de l'équipe de Saint-Quentin, bien évidemment. Et enfin, dans une dernière partie, comment rester sur un zoom sur les résultats sans vraiment comparer ces 3 équipes, Chalon, Saint-Quentin et Boulazac, qui constituent le podium. Parce que croyez-moi, ça va être très difficile de les départager en fin de saison et la lutte va aller jusqu'au bout de la 34e et dernière journée. Allez, sans plus attendre, on va rentrer sur le tableau de bord. Le fameux tableau de bord de l'effectif de Saint-Quentin. Déjà, peut-être petit point géographique pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Quentin se trouve en Picardie. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. Alors, je précise bien que les informations que je vais partager et les statistiques que vous voyez dans ce tableau de bord sont les statistiques basées à partir de la fin de la 26e journée. C'est-à-dire que je ne prends pas compte des 3 matchs qui viennent de se dérouler. Effectivement, ça permettra de ne pas vous spoiler pour la suite de la vidéo. Ce qui est intéressant de constater, déjà, petit point sur le budget. Saint-Quentin a un budget de 2 millions. À titre indicatif, et pour l'anecdote, Chalon a un budget qui est plus de 2 fois supérieur à celui de Saint-Quentin. Chalon figure vraiment parmi les cadors de la division. C'est un club qui est descendu il y a 2 ans de première division. Ça vous permet un peu de situer l'écart qu'il peut y avoir, et également en termes d'attente. Saint-Quentin, c'est un club qu'on n'attendait pas forcément à cette position-là en début de saison. On voit également qu'il y a souvent une adéquation entre forcément les moyens, le budget, la masse salariale et l'attente et la position attendue au classement en fin de saison. Chalon est forcément attendu tout en haut, ce qui n'est pas forcément le cas de Saint-Quentin. Anomalie ou pas, je vous laisserai en juger, mais ce qui est aussi intéressant, et c'est pour ça que je l'ai fait figurer dans le tableau de bord, c'est que l'année dernière, Saint-Quentin a terminé sur le podium de la Pro B. Saint-Quentin a terminé 3e derrière Saint-Chamond, qui joue cette année le maintien. Je dis ça, je ne dis rien. Club à petits moyens, qui s'est retrouvé à vivre une saison exceptionnelle et qui l'année d'après joue le maintien. Alors, je touche du bois pour que ça n'arrive pas à Saint-Quentin l'année prochaine. Alors, peut-être qu'ils seront dans l'élite. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un parallèle assez intéressant à soulever. Et bref, je m'égare un peu et en première position l'année dernière, c'était Nancy. Saint-Chamond s'est retrouvé à craquer à quelques journées de la fin. Là aussi, j'espère que ce n'est pas ce qui est prédestiné à Saint-Quentin, de craquer sur la fin de saison. Bref, le bilan, c'est des statistiques dont j'avoue, je suis un peu fan. J'aime beaucoup comparer le bilan à domicile et à l'extérieur des équipes. Et là, très clairement, ce qui est marquant, c'est que Saint-Quentin, sur leurs 14 matchs joués à domicile, ils sont
imprenable. Mais imprenable. 14 matchs, 13 victoires, 1 défaite. Bam, c'est posé, emballé, ficelé, ça y est. Pierre Rat, tu veux jouer à Saint-Quentin, tu repars avec une valise. C'est une équipe qui défend extrêmement fort. Ils défendent extrêmement fort. Et d'ailleurs, dans le joueur clé, j'ai mis 2 joueurs. Mathis Dossouliovou, Terrell Gomez. J'aurais pu ne mettre en soi que Mathis Dossouliovou, qui est le joueur avec la ligne statistique la plus élevée, en termes de points, de rebonds et d'évaluation. Bon, j'ai quand même mis Terrell Gomez, mais j'aurais pu mettre tout le collectif. J'aurais pu mettre le collectif et la défense, puisque Saint-Quentin possède la meilleure défense de la Pro B, juste devant celle de l'Élan Chalon. C'est une équipe qui vraiment peut t'étouffer, et ça encore plus à domicile. À l'extérieur, c'est pas la même, mais tout de même, Saint-Quentin fait office des rares équipes qui ont un bilan positif à l'extérieur. C'est quand même assez rare, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez rare de voir des équipes qui ont un bilan positif à l'extérieur. Et à la fin de la 26e journée, ma foi, Saint-Quentin en faisait partie. Dans l'effectif, j'ai parlé de Mathis Dossouliovou, j'ai évoqué Terrell Gomez. Il faut voir que Saint-Quentin possède un effectif basé forcément sur son budget et sa masse salariale, avec des paris et de la jeunesse. Saint-Quentin, de mémoire, je crois, n'a pas de centre de formation agréé. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de quotas à respecter sur des joueurs de moins de 23 ans. Saint-Quentin possède des joueurs qui sont jeunes, mais qui dit jeune, sous les mains de Julien Mahé, ne veut pas dire inutilisé. Effectivement, Julien Mahé, le coach du SQBB, s'appuie vraiment sur la totalité de son effectif. Quand on s'appuie sur 10 joueurs qui jouent régulièrement au moins une quinzaine de minutes, ça veut dire qu'on a une équipe profonde. Et ces jeunes, ils contribuent à faire de l'effectif du Saint-Quentin une équipe profonde, mais également ils apportent, ils ont un réel impact, ce qui permet de conserver de l'intensité quand les rotations rentrent, conserver une intensité notamment défensive, puisque Saint-Quentin possède la meilleure défense. Et c'est vraiment extrêmement important d'impliquer également tout le collectif. Et c'est vraiment d'un match à l'autre, tu as toujours un joueur qui va venir tirer l'autre vers le haut. Hein. Tu as toujours un facteur X d'un match à l'autre. Ça peut être Lucas Boucou avec ses percussions. Ça peut être Melvin Agença avec ses tirs à 3 points. Ça peut être Mathis Dossouliovou, comme c'est le cas sur à peu près la totalité de la saison. Javier Beran, Terrell Gomez, qui notamment récemment a sorti un match où il a rentré 9 tirs à 3 points. Enfin bref, tout le monde peut sortir de sa boîte. Et c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe de Saint-Quentin. Tu as beau cibler Mathis Dossouliovou, qui est le leader statistique de l'équipe, à chaque match, tu as un joueur qui va tirer son épingle du jeu. Et c'est aussi ça la force d'un collectif et la force d'un leader. La force peut-être du futur champion. Je pense qu'on a fait le tour sur la présentation du club et de l'équipe de Saint-Quentin. Je vous propose sans plus attendre de regarder les résultats des 3 matchs qu'a vécu Saint-Quentin cette semaine, avec 2 déplacements. Un à La Rochelle, un à l'Élan Chalon, son dauphin, et un, cette fois à domicile à Pierrat, où Saint-Quentin a accueilli Boulazac, qui est la 3e équipe qui complète le podium. Semaine à haute intensité, riche en émotions, je vous propose qu'on découvre tout ça tout de suite. Chose promise, chose due. En début de vidéo, je vous avais promis une petite surprise. Et la surprise, c'est que j'habite à La Rochelle, et qui dit habiter à La Rochelle dit possibilité de voir des matchs de Pro B. Et je n'aurais pour rien au monde pu rater cet affrontement entre La Rochelle et Saint-Quentin. J'ai donc pu prendre des photos, des vidéos, d'ailleurs que je vais vous partager à l'écran ainsi que le résultat, ce qui va me permettre de pouvoir débriefer de ce match en même temps que je vous parle. Très rapidement, puisque au final, il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, pas tant que ça. Je n'ai clairement pas pu prendre beaucoup de situations qui pouvaient me permettre de mettre en valeur le jeu de Saint-Quentin. Tout simplement parce que Saint-Quentin s'est fait désosser. Ils se sont fait tabasser dans les grandes largeurs. Saint-Quentin a réalisé un très bon premier quart-temps où Mathis Dossouliovou a vraiment été impactant. Saint-Quentin a bien réussi à trouver un peu d'alternance, à mettre le ballon à l'intérieur et Mathis Dossouliovou a commencé son chantier. À partir du deuxième quart-temps, des premières minutes du deuxième quart-temps, La Rochelle a haussé son intensité défensive et je connais très bien cette équipe de La Rochelle
qui a un jeu atypique, basé vraiment sur de l'agressivité défensive. Ils ont étouffé le jeu d'attaque de Saint-Quentin. Saint-Quentin n'a jamais été en mesure de trouver les ressources nécessaires par son collectif pour faire la différence. Et forcément, quand on finit un match avec 54 points, je pense que ça se passe de discours. Ils sont passés à côté. Ils n'ont pas réussi à trouver les armes pour déstabiliser la défense rochelaise. Mais c'est une défaite qui n'a pas été si préjudiciable que cela, puisque dans le même temps, l'élan Chalon, donc qui était dauphin, le dauphin de Saint-Quentin, a perdu. Ce qui veut dire que les deux premiers ont perdu. Et donc Saint-Quentin, au terme de ce match et de cette défaite à La Rochelle, est resté seul leader de Pro B. Ça a par contre donné effectivement l'occasion à Boulazac de mettre un peu plus la pression sur Saint-Quentin et sur Chalon. Pas grand-chose d'autre à dire sur ce match. Saint-Quentin s'est planté dans les grandes largeurs. Le match face à l'élan Chalon, l'un des matchs les plus attendus de cette 27e journée. Et c'est normal, 28e journée d'ailleurs, pardon. Et c'est normal, le premier qui affronte le deuxième, et le terme affronter est vraiment un mot qui est extrêmement bien choisi. C'était un véritable affrontement, c'était un combat, une guerre des tranchées, et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, c'était la première défense qui affrontait la deuxième défense. Sans surprise, le score 68-64. Un match hyper défensif, fermé, avec énormément d'intensité. Les deux équipes se sont vraiment rendues coup sur coup. Alors, oui, il y a eu quelques actions d'éclat, il y a eu de beaux tirs à 3 points, mais bon, fallait pas s'attendre non plus à un grand spectacle, à un All-Star Game, à un festival offensif de part et d'autre. On a eu tout de même de belles prestations offensives. Alors, certes, d'un côté, on aura toujours Saint-Quentin et le fait que ce soit le collectif qui mette en valeur les joueurs, ce qui ne permet pas toujours d'avoir de grosses performances individuelles. Et de l'autre côté, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié le match de Mathias Markusson, qui est un pivot très grand, il mesure plus de 2,10 m, donc un profil assez atypique pour de la Pro B, où en général, les intérieurs et les pivots sont plutôt des pivots plutôt cubiques, petits, toniques, intenses, avec de la détente. Donc Mathias Markusson, on est vraiment sur un profil très différent. Dans le jeu chalonnais, il a parfois du mal à exister parce qu'on a du mal à le trouver, on a du mal à le servir. Mais là, il a vraiment une présence hyper intéressante parce que forcément, avec son double décimètre, avec il est 2,10 m, il a une présence au rebond qui a été assez importante pour du rebond défensif. Forcément, parce que on a un score très petit, donc ça veut dire que des shoots sont ratés. C'est notamment très important de pouvoir sécuriser le rebond. Mais à quelques moments également, il a pris des rebonds offensifs qui ont été extrêmement importants. Et d'ailleurs, son jeu, son temps de jeu démontre également de son utilité. Il a joué une trentaine de minutes. C'est vrai que Lionel Godou, l'autre intérieur, a été un peu moins en verve. Mathias Markusson, j'ai beaucoup apprécié son impact. Voilà ce qu'il a apporté. Autre joueur également qu'on peut mettre sur le devant de la scène, parce qu'il n'a pas eu toujours des moments faciles cette saison, mais il faut reconnaître que quand il faut assurer des fins de match et quand il faut de l'expérience, eh bien c'est un joueur sur qui on peut compter, c'est Michael Gelabal. Un nom forcément qui parlera à tous les aficionados du basket français, logiquement. Eh bien Gelabal, je pense qu'on peut dire que c'était pas Dame Time, mais c'était Gelabal Time. Il devait rester environ 3 minutes, c'était le money time, et Gelabal a sorti les cojones. Il a sorti les cojones puisque Chalon devait être mené de 1 point de mémoire, si je me souviens bien. Et c'est à ce moment-là que Michael Gelabal nous a sorti coup sur coup. Ça, je pense qu'il les a mis en peut-être 30 ou 40 secondes. Il nous a sorti 2 tirs à 3 points, sortis d'ailleurs, qui ont permis de donner un grand bol d'air frais au Colisée. Et Chalon a pu mener de 5 points. 5 points dans un score et dans un match aussi serré, prendre 5 points d'avance dans le Money Time, c'était quasiment synonyme de victoire. Et d'ailleurs, Chalon a remporté le match, même si, il faut aussi le reconnaître, on a eu une décision
arbitrale, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Julien Mahé en conférence de presse. Il y a eu une faute antisportive de mémoire qui a dû être sifflée à Lucas Boucou et qui a empêché vraiment Saint-Quentin d'y croire jusqu'au bout, jusque dans les dernières secondes. Saint-Quentin aurait pu avoir une possession pour espérer arracher la prolongation, et c'est vrai que cette faute antisportive qui a donné des lancers francs et la possession derrière à Chalon a empêché vraiment d'avoir cette dernière possession qui aurait permis vraiment de lancer un frisson dans les travers du Colisée. Mais ça restait un match avec énormément d'intensité, un très beau match. Et autre phénomène, du coup, forcément, victoire de Chalon, qui était à une victoire de Saint-Quentin. Dans le même temps, Boulazac avait gagné. Et donc, à la fin de cette journée-là, nous avions 3 équipes à égalité en tête de la Pro B. Saint-Quentin, Boulazac et Chalon avec le même bilan. Quoi de mieux? Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux pour cette fin de saison en Pro B? Notamment 2 défaites d'affilée pour Saint-Quentin à ce moment-là, juste avant de recevoir Boulazac. On est vraiment sur un scénario d'une semaine hyper cruciale avec de fortes émotions, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, est-ce que Saint-Quentin est en train de craquer? Est-ce qu'ils sont en train de lâcher? 2 défaites d'affilée chez une équipe qui joue le maintien, face à ton concurrent direct pour la montée, et tu vas rejouer du coup quelques jours après, 3 jours après, chez un autre concurrent pour la première place. Et là, on se dit, c'est vraiment cette semaine qui va déterminer si Saint-Quentin va pouvoir se mêler jusqu'au bout à la lutte pour la première place et l'accession directe, ou alors est-ce que, à l'image de Saint-Chamond l'année dernière, ils sont en train de lâcher du gaz et sur la durée, ça va être un peu compliqué. Saint-Quentin avait la pression. Sans plus attendre, je vous affiche le résultat à l'écran. Eh bien, nous avons retrouvé le Saint-Quentin dominant, le Saint-Quentin étouffant défensivement, 67 points encaissés, 85 points marqués et une série de victoires à domicile qui continue avec en prime une autre valise. Déception pour Boulazac, mais voilà, la logique, entre guillemets, a été respectée. Pierre Ratt, vraiment la salle de Saint-Quentin est quasiment imprenable. Ça, je l'ai déjà assez martelé tout au long de cette vidéo. Saint-Quentin a montré qui était le patron. Saint-Quentin a montré qu'il allait falloir compter sur cette équipe jusqu'à la fin de la saison. 18 points d'écart. Alors, on verra pour le point d'avérage un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais victoire éclatante, victoire importante, autant au niveau comptable que dans les têtes après une série de défaites. Ça faisait hyper longtemps que ce n'était pas arrivé à Saint-Quentin. C'était vraiment très important pour la confiance et dans les têtes de remporter une victoire. Et ils l'ont remporté avec la manière en plus. Ils ont retrouvé ce qui faisait leur force depuis le début de la saison. La défense, forcément, et le collectif. Comme je le disais, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Et dans ce match-là, nous avons eu pas moins de 7 joueurs. 7 joueurs de Saint-Quentin qui ont scoré entre 8 et 19 points. C'est tout simplement invivable pour une équipe adverse. Tu te fais limiter offensivement. D'ailleurs, Boulazac a tiré à seulement 40% à 2 points. Ils ont tiré à 40% à 2 points. Ça veut tout dire. Et de l'autre côté, tu as une équipe sur laquelle c'est difficile de défendre. Quand tu as 7 joueurs qui marquent entre 8 et 19 points, forcément, ton meilleur défenseur, tu le mets sur qui? Voilà, c'est compliqué. Et en tout cas, c'est une victoire donc, qui fait du bien aux têtes, qui fait du bien au moral, qui va faire du bien aux jambes. Ce qui veut dire, donc, petit zoom sur le classement, que Saint-Quentin est leader de la Pro B. Leader de la Pro B et même co-leader de la Pro B en compagnie de l'Élan Chalon, puisque les 2 clubs totalisent dorénavant une victoire de plus que Boulazac. Et le classement, justement, parlons-en et parlons et comparons justement les échéances à venir de ces 3 équipes. Les 5 prochains matchs qui font office de 5 derniers matchs de la Pro B, puisque nous sommes à la 29e journée, il reste donc 5 matchs à jouer. Comparons justement avec un visuel. Eh bien,
ce qui attend ces 3 clubs qui se partagent la tête d'affiche. Alors, j'ai pas mis Lille dans la boucle, mais en tout cas, je les mentionne. Voilà, ils ont 2 victoires de retard. Il reste 5 matchs à jouer. Ça me semble quand même assez difficile d'imaginer que Lille termine seul premier de la division. Donc, petite mention en tout cas pour eux qui réalisent d'ailleurs les Lillois une magnifique saison. Intéressons-nous d'abord forcément à Saint-Quentin. Les prochains matchs. Ce qu'on peut noter, c'est que sur ces 5 matchs-là, Saint-Quentin va se déplacer 3 fois, ce qui n'est pas forcément un avantage. Donc certes, Saint-Quentin se déplace bien et a d'ailleurs maintenant, vu que on peut l'actualiser, le bilan, 7 victoires, 7 défaites en déplacement. Donc bilan équilibré, 50% de victoires et de défaites en déplacement pour Saint-Quentin. On sait que aller gagner en déplacement en fin de saison, c'est pas toujours facile parce qu'on peut à la fois affronter des équipes qui luttent pour leur survie dans l'élite, j'allais dire, dans cette deuxième division, mais aussi on peut affronter des équipes qui vont essayer d'aller accrocher une place pour disputer les playoffs. Donc on arrive en fin de saison sur des matchs à enjeu. Saint-Quentin, d'ailleurs, les 2 prochains matchs, c'est 2 déplacements. Donc là aussi, il va pas falloir se rater. Je rappelle que sur la semaine qui s'est écoulée, Saint-Quentin a débuté la semaine avec 2 déplacements et a perdu ces 2 déplacements. Donc si Saint-Quentin d'aventure venait à perdre ces 2 prochains déplacements, à Denain et à Saint-Chamond, je pense qu'on pourrait tirer un trait sur le fait de voir Saint-Quentin premier à la fin de la saison. 3 déplacements donc à Denain, à Saint-Chamond et à Nantes. 3 équipes qui alternent entre la lutte pour le maintien et le ventre mou. Donc, pas toujours évident. Vraiment pas toujours évident. Denain est sur une dynamique vraiment catastrophique en ce moment, surtout que leur meilleur joueur, Michael Hogan, ne joue pas. À voir s'il sera présent ou pas mardi prochain. Mais en tout état de cause, on peut quand même supposer que déplacement à Denain devrait correspondre à une victoire pour Saint-Quentin. Toujours en prenant en considération la dynamique de Denain. Saint-Chamond, voilà, c'est légèrement différent. La mayonnaise n'a pas pris, mais sur le papier, ça reste une équipe tout à fait capable, notamment à domicile, de renverser Saint-Quentin. Et enfin, on a vu Saint-Quentin à domicile, synonyme quasiment de victoire, donc Antibes et Angers devraient faire office de normalité, en tout cas de victoire pour Saint-Quentin à domicile. Concernant l'élan Chalon et concernant Boulazac, nous sommes du coup sur 3 matchs à la maison qui attendent Chalon. L'ASA Grise, Saint-Chamond et Aix-Maurienne. D'ailleurs, dernier match face à Aix-Maurienne, il se pourrait qu'à ce moment-là de la saison, Aix-Maurienne soit déjà sûr de descendre en National 1. C'est possible, à voir ce qui nous attend, mais ça offrirait peut-être l'opportunité à Chalon d'avoir un match extrêmement évident à gagner pour son dernier match au Colisée. Enfin bref. Concernant, mais comparé, si je reviens juste sur Chalon 2 secondes, comparé à Saint-Quentin, l'avantage de Chalon, c'est qu'ils vont recevoir 3 fois. Ils vont recevoir 3 fois et ça peut avoir un vrai impact. Concernant Boulazac, il se retrouve dans le même cas de figure que Saint-Quentin avec 3 déplacements à négocier. À Saint-Vallier, une équipe qui normalement devrait certainement être reléguée, c'est, je pense, fait à 90% que Saint-Vallier devrait évoluer en National 1 la saison prochaine. Ils vont se déplacer à Évreux qui devrait se maintenir. Normalement, là aussi, c'est fait à 90%. Évreux devrait se maintenir et donc jouer le ventre mou. Il y aura peut-être un peu moins d'enjeux pour Évreux. Et enfin, ils vont se déplacer à Lille, qui aujourd'hui est 4e. Il n'est pas non plus impossible que Lille ait assuré la 4e place et donc ait un enjeu un peu moins élevé pour ce dernier match. On garde le meilleur pour la fin, évidemment. Ce que l'on peut voir, et c'est peut-être la chose la plus importante, et c'est peut-être d'ailleurs ce match-là qui va décider de qui va terminer à la première place, puisque Boulazac va recevoir l'élan Chalon le 6 mai. Ce sera donc l'avant-dernier match, et c'est une date que je vous invite vraiment, si vous êtes fan de basket, à inscrire dans vos agendas. Il va falloir vraiment regarder ce match comme il fallait regarder le Chalon Saint-Quentin. C'est peut-être ça qui va permettre de départager les différentes équipes, parce que il est possible qu'on se retrouve en fin de saison, au terme de la 34e journée, à une égalité entre ces différentes équipes.
Et qui dit égalité dit prendre en compte le règlement et les critères qui s'appliquent pour pouvoir départager de qui terminera à la première place. Le premier critère, forcément, c'est qui terminera avec le meilleur bilan de victoires et de défaites. Si Saint-Quentin termine avec une victoire de plus, effectivement, que ces deux équipes, Saint-Quentin sera vainqueur de la saison régulière. Mais en cas d'égalité, il y a différents critères qui s'appliquent dans le règlement. D'abord, il faut prendre en considération les affrontements directs entre ces différentes équipes. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que Saint-Quentin possède un bilan de 2 victoires et de 2 défaites dans ce mini-championnat. Châlons possède un bilan de 2 victoires et 1 défaite et Boulazac de 1 victoire et de 2 défaites. Et donc, on voit vraiment là l'importance que revêt le match qui nous attend le 6 mai entre Boulazac et Châlons. Si Châlons venait à s'imposer à Boulazac, Châlons sortirait vainqueur de ce mini-championnat puisque Châlons aurait 3 victoires et 1 défaite, Saint-Quentin 2 victoires et 2 défaites et Boulazac 1 victoire et 3 défaites. Donc là, sans contestation possible, Châlons terminerait premier de la saison régulière, je le répète, en cas d'égalité sur le bilan général. Ce qui est intéressant de noter, c'est le points-avérage particulier. Aujourd'hui, Saint-Quentin a un points-avérage général qui est de -7. Puisque, voilà, si on prend les deux confrontations face à Châlons, Saint-Quentin a un panier avérage de +3, mais a un panier avérage négatif de -10 par rapport à Boulazac. Puisqu'ils ont certes gagné de 18 points le dernier match face à Boulazac, mais au match aller, Saint-Quentin avait perdu de 28 points face à Boulazac. Et donc, au global, on fait la différence entre le -10 et le +3, on arrive à un panier avérage de -7 pour Saint-Quentin. En ce qui concerne Châlons et Boulazac, eh bien, j'ai envie de dire que le panier avérage, tout va se décider avec le match du 6 mai. Mais aujourd'hui, Châlons s'en tire vraiment bien avec un panier avérage positif de +11, puisqu'ils ont gagné au match aller de 14 points face à Boulazac, tandis que Boulazac, forcément, le -14 pèse dans la balance et ils ont un point avérage négatif de -4. On voit donc également que l'écart et le score final qui aura lieu lors du match entre Boulazac et Châlons va compter. La victoire va compter, mais l'écart et le score final aussi. Alors, dans un match entre le 2e et le 3e, et à ce stade de la saison, c'est quand même assez difficile d'imaginer qu'on ait un écart de 14 ou 15 points. Mais d'aventure, eh bien, ma foi, si un écart commence à se creuser, c'est quelque chose qui va commencer à germer au fil du match dans la tête à la fois des joueurs, mais aussi du staff. En tout cas, en prenant tous ces éléments-là en compte, j'ai envie de me mouiller et de dire que Châlons peut-être part avec une longueur, je veux dire un orteil. Avec un orteil d'avance, en tout cas dans cette lutte pour la première place. Tout simplement déjà parce qu'ils vont recevoir 3 fois et que Saint-Quentin et Boulazac vont se déplacer 3 fois. Et ça, vraiment, jouer à domicile, c'est un énorme avantage, quoi qu'on puisse dire. D'autant plus que Saint-Quentin va se déplacer là 2 fois. 2 fois vraiment sur les 2 prochains matchs. Et donc, si on commence à gratter une défaite, ça peut mettre du doute. Ça peut mettre du doute dans les têtes des joueurs de Saint-Quentin. Donc, petit avantage à Châlons par rapport à ce critère. Et on voit aussi que par rapport aux confrontations directes en termes de victoire, de défaite et de panier avérage, eh bien, Châlons aujourd'hui est l'équipe la mieux lotie. Puisque Saint-Quentin a un panier avérage négatif de -7. Aujourd'hui, Châlons de +11 et Boulazac de -4. Alors certes, il y aura un match crucial qui sera donc Boulazac et Châlons, mais il n'est pas impossible que Châlons aille s'imposer à Boulazac et il est encore moins impossible que Châlons s'incline par un écart inférieur à 14 points. Donc je pense là que Châlons est en mission. Ils sont en mission, d'ailleurs les joueurs l'ont dit, qu'ils ont dans leur effectif un Antoine Eto'o, d'ailleurs que je salue, Mr. Big Shot, qui sort là en ce moment des prestations de fou furieux. Il vient de mettre 30 points sur le parquet de Quimper. Donc je pense que Châlons est vraiment en mission. Ils ont un effectif qui est aussi profond, voire plus profond que celui de Saint-Quentin, et que vraiment l'avantage de recevoir 3 fois en fin de saison, de terminer par un match à la maison où potentiellement Aix sera déjà relégable, c'est vraiment un avantage. C'est vraiment un avantage et je ne serais vraiment pas surpris, malheureusement pour Saint-Quentin, mais que Châlons finisse à la première place en fin de saison.
Tout ça, bien sûr, c'est personnel, ce n'est que mon avis et c'est vraiment le moment où je vous invite également à inscrire en commentaire ce que vous pensez du coup de ces échéances qui attendent ces 3 clubs. Est-ce que Saint-Quentin va réussir à aller jusqu'au bout et à terminer premier? Est-ce que Châlons va réussir de son côté ou est-ce que Boulazac va continuer à jouer les troubles faites et va réussir à coiffer tout le monde sur le poteau? Je vous invite vraiment à vous exprimer en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.